Maintenant, on va voir les questions de communication interprocessus, en particulier ce qu'on appelle les pipes dans Unix. Et donc, quand on parle de communication interprocessus, c'est l'idée que dans les systèmes d'exploitation modernes, on dit que les processus sont indépendants, il n'y a pas de partage de la mémoire. Donc, il y a quand même un élément important qui est d'échanger de l'information entre différents processus. Et donc, pour ce faire, il y a différents mécanismes proposés qui existent dans Unix, par exemple, en particulier, pour faire de la communication interprocessus. Le premier, c'est les pipes. Donc, on pourrait dire c'est de la. J'utilise le terme anglais parce que c'est peut-être ce qui est plus précis, qui décrit le mieux cet outil-là. Il y a aussi des FIFO, il y a des fils de messages, il y a des sémaphores, il y a de la mémoire partagée, il y a des sockets. Donc, il y a plusieurs concepts qui ont été définis, il y a plusieurs façons de faire. Et donc, dans toutes ces affaires-là, je dirais qu'il y a un peu de redondance, il y a ces différentes façons de faire un peu la même chose. Donc, il y a des éléments qui ont été définis alors que les threads n'existaient pas. Donc, pour le cours, pour la séance de cette semaine, on va se limiter aux pipes et aux sockets, qui sont deux façons de faire assez complémentaires et intéressantes. Donc, il y a des similarités, mais également, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça peut s'utiliser dans différents contextes. La mémoire partagée, on va en parler plus tard dans la session. Donc, on pourra revenir là-dessus, comment partager de la mémoire entre des processus. On va se limiter à ça. Donc, les autres approches ne seront pas couvertes dans le cours et je dirais que ce n'est pas avec les pipes, puis les sockets, puis la mémoire partagée. On fait pas mal le tour de différents outils qui sont d'une utilité dans différents contextes. Et la mémoire partagée, les sémaphores, bien, ça existe naturellement avec les threads. Et dans le fond, si on a un contexte où on dit qu'on voudrait faire un partage de mémoire, c'est peut-être un contexte où le multithreading serait plus approprié que le multiprocessus. Mais quand même, on va voir plus tard que ça peut être intéressant aussi en temps réel de partager de la mémoire plutôt qu'utiliser des pipes. Donc, en français, on pourrait traduire pipes par canaux de communication, mais ça reste un énoncé qui n'est pas très précis, donc c'est assez vague, c'est assez générique comme appellation, canaux de communication. Donc, c'est une des formes, c'est la forme la plus ancienne de communication interprocessus dans Unix. C'est des canaux, chaque pipe est un canal unidirectionnel entre deux processus, donc c'est un processus qui envoie de l'information vers un autre. En général, c'est utilisé entre des processus qui ont des ancêtres communs. Donc, ça prend deux processus qui partagent un ancêtre, ou même ça peut être entre un parent et un enfant, ou ça peut être entre deux enfants, deux processus qui se partagent l'information, parce que la connexion par pipes se fait lorsqu'on fait un fork, dans le fond, on crée les pipes avant de faire les forks, et c'est dans ce contexte-là qu'on peut partager finalement chaque extrémité du pipe. Donc, le parent crée un pipe, fait un fork et l'enfant hérite du pipe. Puis là, on peut s'assurer de la direction dans laquelle l'information est transmise. Donc, pour créer un pipe, c'est tout simplement la fonction pipe qui est définie dans UniSTD. Puis on lui fournit deux ce qu'on appelle descripteurs de fichiers, donc deux FD. Donc, c'est comme si c'était un fichier qui existait, mais c'est un fichier qui n'est pas sur disque. C'est un fichier qui est plus conceptuel, virtuel, disons. Donc, on a un fichier virtuel qui est créé. Il y a deux extrémités qui est donnée dans la variable FD. Et voilà, donc en appelant pipe, c'est ça qu'on fait. Donc, les deux descripteurs de fichiers retournés par la fonction, on retrouve en fait FD0, donc le premier élément qui est ouvert en lecture. Donc, ça, c'est l'extrémité où on reçoit l'information, où on peut lire l'information, alors que FD1, donc le deuxième élément du tableau, lui, est ouvert en écriture, c'est là qu'on va écrire. Et donc, il faut voir, c'est comme si c'était des fichiers qui étaient créés. Donc, c'est un fichier virtuel, unidirectionnel, où un processus écrit dans le fichier virtuel d'un côté et de l'autre côté, le processus va lire dedans. Donc, c'est comme si on avait un fichier dans lequel on lit et on écrit en simultané. Mais ce fichier-là n'existe pas sur le disque, il existe seulement en mémoire. Donc, c'est le principe du pipe. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que dans le fond, ce qui sort dans FD1, c'est ce qui est entré dans FD0. Donc, après le fork, il faut s'assurer que le sens est défini dans le programme, mais les processus vont utiliser seulement un des deux descripteurs de fichiers et doivent fermer l'autre. Donc, si par exemple,
c'est le parent qui transmet, qui a un canal vers l'enfant. Donc, c'est unidirectionnel du parent vers l'enfant. Donc, le parent doit fermer le descripteur de fichier en lecture, doit seulement garder celui en écriture, celui dans lequel il écrit, alors que l'enfant, lui, c'est l'inverse, il va fermer le descripteur de fichier associé au descripteur de fichier en écriture pour garder seulement celui qui est en lecture. Donc, le parent ferme FD0 et l'enfant ferme FD1. Et donc, l'information ensuite se transmet par les fonctions read et write comme des fichiers réguliers. Donc, le pipe se comporte comme un fichier. Et donc, lorsqu'on fait un read sur le pipe dans un bout d'écriture, dont le bout d'écriture est fermé, dans le sens que si, dans le fond, le descripteur, le fichier est fermé en écriture des deux bouts, et qu'on veut lire, ben, on va avoir un end of file. C'est comme si on avait atteint la fin du fichier parce qu'on a fermé finalement le bout d'écriture, ce qui fait que pour le bout de lecture, c'est terminé. Donc, on reçoit la même chose que si on avait atteint la fin du fichier. Et si on fait un write sur un pipe dont le bout de lecture est fermé, c'est-à-dire que le processus qui doit lire ne lit plus, a fermé son fichier, on a le signal SIGPipe qui est généré. Donc, et si on génère le signal SIGPipe, le write va retourner -1. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus écrire. L'écriture ne s'est pas bien produite parce qu'on n'a plus d'extrémité. Le pipe est fermé de l'autre côté. Donc, si on veut faire un canal bidirectionnel, si on veut avoir des échanges dans les deux sens entre les processus, il faut créer deux pipes, un dans chaque direction, tout simplement. C'est comme un vrai tuyau. Hein. Si on a des tuyaux qu'on échange d'informations, on rentre quelque chose d'un côté, ça sort de l'autre. Si on voudrait échanger dans les deux côtés, mais on ne pourrait pas envoyer des choses de chacun des deux côtés d'un même tuyau, ça bloquerait. Donc, ça prend un deuxième tuyau. Donc, un tuyau qui envoie ça d'un sens et l'autre tuyau qui envoie ça de l'autre sens. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. D'où l'analogie avec la tuyauterie, d'appeler ça pipe en anglais. Donc, un exemple avec pipe ici, c'est donné dans cette fonction-là. Donc, on a notre main. On va créer, donc, ici, on voit qu'on commence par créer des descripteurs de fichiers, entre autres, qui... donc, FD2, donc, on va créer les deux descripteurs de fichiers qui sont disponibles. Donc, ensuite, on va avoir donc, la création ici du pipe. Donc, on va créer le pipe. Donc, on fait un if sur le pipe, mais finalement, on voit que la valeur de création du pipe est placée dans FD, donc dans le tableau de deux entiers avec les deux descripteurs de fichiers. Donc, si la valeur retournée par pipe est inférieure à 0, il y a une erreur. Donc, on arrête ici, sinon on continue. Donc, on a créé le pipe dès la ligne 6. Puis ensuite, on fait un fork. Donc, on va forker. Donc, en faisant cet énoncé-là, on va faire un fork. On va créer un processus enfant à partir du parent. Et on va avoir dans le PID la valeur correspondante. On se rappelle que si le PID est plus grand et différent de 0, ça veut dire que c'est le PID de l'enfant et on est dans le processus parent. Donc, dans la section parent, ici, on va vraiment commencer par fermer le pipe FD0. Donc, on va fermer l'extrémité en lecture parce qu'on l'utilise du parent vers l'enfant. Donc, c'est le parent qui écrit et l'enfant qui lit. Donc, on va fermer l'extrémité de lecture du côté du processus parent pour ensuite écrire dans l'extrémité, dans le descripteur de fichier du côté écriture, un Hello World, donc pour notre exemple ici. On écrit ça directement dans le pipe. Et de l'autre côté, donc le else ici, ça nous dit que finalement, on est dans le cas d'un processus enfant. Donc, le PID est égal à 0 ici. Donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on fait? On commence par fermer l'extrémité du pipe qui était en écriture parce qu'on lit du côté de l'enfant. Puis ça peut être l'inverse, ça dépend toujours du contexte dans lequel on se place. Mais dans le contexte de notre exemple, c'est le parent qui écrit vers l'enfant. Et donc là, on va fermer l'embout en écriture et on va lire du côté lecture ce qu'il y a dans le pipe. On va lire dans ce qu'on a appelé line, donc qui est le buffer qui avait été défini ici. Donc, on avait vraiment une définition du buffer avec maxLine, qui est une variable arbitraire qui nous dit la taille maximum du buffer ici. Donc, on va lire tout ce qu'on doit lire. Puis, on va ensuite afficher ça à la sortie standard, là, stdout. On va afficher le contenu qui avait été lu selon sa taille qui avait été obtenue ici à partir de read.
Et voilà, notre exemple simple est fait. Donc, c'est vraiment juste un exemple type Hello World où le parent va écrire Hello World dans le pipe, l'enfant va lire Hello World dans le pipe et va l'écrire à la console. Donc, quelque chose qui est quand même assez courante, assez commune, c'est de lancer un processus pour lire sa sortie et ou fournir son entrée. Donc, la mécanique des pipes, juste pour faire un lien avec le terminal, le fait de faire une barre verticale, puis je vous avais déjà dit tout à l'heure dans une présentation précédente que si on fait ls-l, on met une barre verticale, grep, conf, par exemple, où on va lister donc le contenu du répertoire courant, puis on va intercepter toutes les lignes qui contiennent conf. Mais la barre verticale, j'appelais ça pipe. Puis c'est pas anodin parce que dans le fond, la mécanique dans le terminal, c'est de faire un pipe comme on vient de le voir, donc un pipe particulier, où là, la sortie standard std-out ici, elle est connectée à l'entrée standard std-in ici. Donc, c'est un pipe entre le std-out du processus de gauche connecté au std-in du processus de droite. Donc, c'est un peu la même mécanique à l'interne qui est faite. Donc, il y a quand même aussi l'idée de justement de lancer des programmes à l'intérieur d'un processus. Et donc, popen et pclose permet d'un peu simuler la même idée d'avoir un processus en ls-l avec un pipe, avec un grep. Bien, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait avoir un script. Bien, là, c'est ls, une commande bien précise. Mais si on avait un programme maison en C, bien, on pourrait très bien ouvrir un autre programme en précisant, bon, la ligne de commande ici, ça correspond à la ligne de commande de ce qu'on veut. Et donc, on pourrait donc soit finalement lire sa sortie ou fournir son entrée. Dans le fond, le popen ici, il fait un fork et un exec implicitement. Donc, il va forker le processus actuel, il va faire un exec selon la ligne de commande qui est donnée, puis il va retourner un pointeur de fichier aux entrées-sorties standards. Donc, si l'argument ici, donc selon le type, donc quand ce qu'on précise à titre, on précise R, ça veut dire que le pointeur qui est retourné par file étoile, c'est la sortie standard, donc c'est std-out du programme. Ça veut dire qu'on va être capable de lire la sortie du programme qu'on a lancé. Fait que ça permet de lancer, par exemple, une commande, ligne de commande à partir d'un programme C. On va exécuter la ligne de commande, puis en mettant comme argument R, on va recevoir la sortie standard qu'on va pouvoir lire comme un fichier régulier. Donc, ça peut être intéressant si on veut faire certains traitements. Puis, à l'inverse, si on donne comme valeur de type ici W, donc là, on va recevoir comme pointeur de fichier std-in de la ligne de commande qu'on a lancée. Puis on va pouvoir fournir à cette commande-là l'entrée standard, donc lui fournir des valeurs, des éléments qu'on veut qu'elle traite. Puis pclose va fermer l'entrée-sortie standard et attend que la commande se termine pour retourner le statut de terminaison. Donc, c'est une façon de dire qu'on a terminé de lire, on a fait ce qu'on voulait faire et maintenant, on est prêt à fermer, donc attendre que la commande qu'on a lancée se termine en fermant le fichier associé lorsque la commande est terminée, puis en retournant dans l'entier ici le code retourné par le programme. Donc, le statut de terminaison du programme en soi. Et donc, la commande cmd string, elle est exécutée dans un shell born, là, dans /bin, avec /bin/sh. Donc, c'est comme si on faisait sh-c avec la commande qu'on lui donne. Donc, par la suite, la commande peut être plus ou moins élaborée. Donc, on peut vraiment exécuter un programme. On peut même avoir aussi plusieurs commandes avec des pipes. Donc, nous, ce qu'on va aller chercher, c'est soit l'entrée standard en début de cette ligne-là ou la sortie standard résultante. On pourra avoir plusieurs processus intégrés dans cette exécution-là si on voulait.